Ma mère m'a laissé à l'aéroport après mon retour de 5 ans de travail à l'étranger. Quand je suis entré dans la maison, ils m'ont regardé comme si j'étais une étrangère. Ma mère a eu un sourire narquois. Oh, la sans-abri est de retour? Mon père et ma tante ont ri. Va te laver de cette crasse. Ne gâche pas la fête. Toute la pièce a éclaté de rire. Je suis resté calme. Nous verrons bien qui finira sans abri. Puis je suis sorti. Une semaine plus tard. J'ai fait quelque chose qui a plongé tout le monde dans un état de choc. Personne dans la maison ne pouvait y croire. Je m'appelle Camille Dubois. J'ai 28 ans et il y a 5 ans, j'ai quitté la France avec un billet aller simple et 2 valises pour travailler sur des chantiers de construction à Dubaï et à Singapour. J'ai aidé à concevoir et à gérer des projets d'appartements dans des gratte-ciel qui frôlaient le ciel. Mais pour ma famille, je n'étais que la fille qui s'était enfuie et qui avait probablement fini par dormir sur les trottoirs. Quand je suis finalement rentré à la maison après 5 ans de travail à l'étranger, je pensais qu'il y aurait au moins une étreinte qui m'attendrait. Au lieu de cela, il y avait une voiture. Pas de chauffeur tenant une petite pancarte, pas de bouquet, juste ma mère au volant, le moteur en marche, les yeux rivés sur son téléphone. Elle n'est même pas sortie. J'ai ouvert la porte passager, traînant mon bagage à main, le cœur stupidement plein d'espoir qu'elle lèverait les yeux et dirait que je lui avais manqué. Elle ne l'a pas fait. Elle a juste jeté un coup d'œil à mon sac à dos usé, à mes bottes de travail éraflées, à la sueur sur mon visage due au fait d'avoir traîné mes sacs à travers le terminal et a eu un sourire narquois. Oh, la sans-abri est de retour, a-t-elle dit assez fort pour que les gens sur le trottoir se retournent pour regarder. Mon père et ma tante étaient sur le siège arrière. Ils ont ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient entendue de toute la semaine. Va te laver de cette crasse, a ajouté mon père. Ne gâche pas la fête. Toute la voiture tremblait de leur rire. À ce moment-là, debout à moitié dans la voiture et à moitié dehors, j'ai senti 5 années de nuit blanche sur des chantiers étrangers, 5 années de vacances sautées et d'anniversaires manqués, 5 années d'envoi d'argent à la maison s'effondrer en une seule réalisation glaciale. Ils ne me voyaient pas comme de la famille. J'étais une chute de blague. Je me suis redressé, j'ai reposé mon sac sur le trottoir et je les ai regardés par la porte ouverte. Nous verrons bien qui finira sans abri, ai-je dit doucement. Puis j'ai fermé la porte et je me suis éloigné de la voiture, de l'aéroport, de. Une semaine plus tard, j'ai fait quelque chose qui a plongé toute ma famille dans un état de choc. Personne dans cette maison ne pouvait croire ce que j'avais fait. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé après que je me sois éloigné de cette voiture et comment j'ai transformé leur petite blague sur les sans-abri en quelque chose qu'ils n'oublieront jamais, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment, et d'où regardez-vous? Je veux voir jusqu'où ce drame familial et cette histoire de vengeance peuvent voyager. Je ne les ai pas revus avant la fin de cette semaine-là. Ils organisaient un grand dîner de bienvenue et de famille auquel je n'avais pas accepté de participer, mais l'adresse était toujours la même, et une partie de moi avait besoin de voir de mes propres yeux ce vers quoi j'étais vraiment revenu. Quand je suis entré dans la maison, ils m'ont regardé comme si j'étais une étrangère qui s'était égarée dans la mauvaise fête. Les conversations continuaient. Personne ne s'est précipité vers moi. Je suis resté dans l'entrée avec ma valise toujours à la main, écoutant le cliquetis des verres et les rires faussement joyeux venant du salon. Ma mère m'a remarqué en premier. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a juste froncé le nez devant mon jean et mon t-shirt uni comme si j'étais arrivé enveloppé dans des sacs poubelles. « Tu es venu, finalement » a-t-elle dit. « Eh bien, au moins tu ne traînes pas ton petit chariot d'aéroport derrière toi. Va mettre tes affaires quelque part et sérieusement, tu as besoin de prendre une douche. On dirait que tu as dormi sous un pont. » Mon père, debout près de la table des boissons, a aboyé un rire. Ma tante, toujours la choriste de leur cruauté, a ajouté « Attention. Ne la laissez pas s'approcher des meubles. Elle pourrait mettre de la poussière de béton dessus. » Les gens autour d'eux ont ri, certains maladroitement, d'autres ouvertement. J'ai scanné la pièce. Il n'y avait pas de chaise pour moi à la table à manger. Chaque siège avait un carton avec un nom. Le mien n'était pas là. Ma place, le siège où je m'étais toujours assise en grandissant, était empilé de plats supplémentaires et de cuillères de service comme si c'était juste un espace de comptoir de rechange. À ce moment-là, j'ai essayé de ne pas y prêter attention et je me suis appuyé contre le mur, faisant semblant de ne pas m'en soucier. J'avais passé 5 ans à gérer des équipes de 50 hommes sur des chantiers où, si vous gâchiez un calcul,
l'acier et le béton pouvaient s'effondrer. Je pensais que cela me rendrait immunisé contre les insultes mesquines. Mais d'une manière ou d'une autre, me tenir dans ma propre maison d'enfance, regarder ma famille me traiter comme une invitée indésirable, faisait plus mal que n'importe quelle blessure que j'avais jamais reçue sur un chantier. À un moment donné, quelqu'un a demandé à ma mère combien de temps je resterais. Elle ne m'a même pas regardé. Qui sait, a-t-elle dit. Elle adore s'enfuir. Peut-être aurons-nous de la chance et elle disparaîtra à nouveau. La salle a ri. J'ai fixé les photos de famille encadrées sur le mur. Les anniversaires, les remises de diplômes, les vacances que j'avais manquées pendant que je leur envoyais de l'argent depuis l'étranger pour qu'ils puissent payer l'hypothèque à temps. Ils n'ont jamais mentionné cette partie. Ils se souvenaient seulement de la version de moi qui était facile à moquer. Je me tenais là avec un gobelet en plastique de soda à la main et j'ai réalisé quelque chose. Ils m'avaient effacé de l'histoire familiale tout en continuant d'encaisser mes virements. Et si je laissais cela continuer, je serais toujours là sans abri, même pendant que je construisais des maisons. Alors j'ai souri, j'ai avalé la brûlure dans ma poitrine et j'ai commencé à planifier. Dites-moi honnêtement, si votre propre famille vous traitait comme ça dans votre propre maison, resteriez-vous à rire avec eux ou commenceriez-vous à penser à leur faire regretter d'avoir ouvert la bouche? Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'ouvre les yeux. Appel manqué, messages de groupe, messages vocaux culpabilisants. J'ai retourné le téléphone et j'ai fixé la coque arrière fissurée, me rappelant combien de nuits je l'avais tenue au-dessus d'oreillers d'hôtels étrangers, vérifiant les taux de change avant de virer de l'argent à la maison. Cette fois, je l'ai laissé sonner. Je suis allé courir à la place, martelant les trottoirs de la ville où j'avais grandi mais que je ne reconnaissais plus. 5 années de travail à l'étranger m'avaient transformé en quelque chose que ma famille ne comprenait pas, une ingénieure en structure avec une expérience internationale, une chef de projet de confiance pour superviser des développements de plusieurs millions d'euros. Pendant qu'ils riaient du fait que j'étais sans abri, j'aidais littéralement à concevoir des complexes d'appartements entiers dans des pays qu'ils ne pouvaient même pas situer sur une carte. Je venais de signer un contrat avec un promoteur français pour diriger un nouveau projet de logement mixte en bordure de la ville. C'était exactement le genre de projet qui me tenait à cœur, des maisons solides et dignes pour des gens qui avaient été bousculés par les propriétaires et la hausse des loyers toute leur vie. Ma première réunion avec la société de développement a eu lieu le lendemain de cet affreux dîner. J'étais assise dans leur salle de conférence au mur de verre, des plans étalés sur la table pendant que l'investisseur principal parlait de délais, de structure de prêt et d'approbation du conseil municipal. Lorsqu'il a mentionné qu'ils avaient discrètement acquis des propriétés en difficulté en ville et des maisons avec des propriétaires en retard de paiement, des hypothèques dont la banque voulait se débarrasser, quelque chose a fait un déclic dans ma poitrine. Je savais que mes parents avaient refinancé la maison 3 fois. Je le savais parce que j'avais été celle qui envoyait de l'argent supplémentaire quand ils étaient un peu courts ce mois-ci. À l'époque, cela ressemblait à de l'amour. Maintenant, cela ressemblait à un moyen de pression. Ce soir-là, par curiosité morbide, j'ai finalement écouté l'un des messages vocaux de mon père. Sa voix était raide, trop joyeuse. « Et, ma grande. J'ai entendu dire que tu es déjà retournée au travail, hein? C'est bien. Écoute, nous avons eu quelques problèmes mineurs de trésorerie. Rien de grave. Ta tante a eu une expansion d'entreprise qui ne s'est pas passée comme prévu. Nous pourrions avoir besoin d'un peu d'aide pour couvrir l'hypothèque pendant quelques mois. Tu sais, juste jusqu'à ce que les choses se tassent. » C'était là. Pas de « désolé pour hier soir ». Pas de « je suis fier de toi ». Juste une demande déguisée en conversation décontractée. J'ai fixé le plafond et j'ai réalisé qu'il ne m'avait jamais vraiment vu comme une fille, juste comme un virement bancaire ambulant. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je n'ai pas répondu. Les appels ont continué d'arriver. Les messages devenaient plus longs, plus frénétiques. Puis, un après-midi, ma mère a dérapé et a dit la partie silencieuse à voix haute dans un message texte, la banque a envoyé un avertissement. Ils ont dit que si nous ne rattrapons pas le retard, ils commenceront la saisie. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Nous pourrions perdre la maison. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Comme si j'étais celle qui avait contracté des prêts que je ne pouvais pas me permettre. Comme si je ne les avais pas déjà sauvés une douzaine de fois. Comme si je leur devais toute ma vie d'adulte sur demande. Ce fut le moment où j'ai réalisé que j'avais fini d'être leur filet de sécurité.
Et pour la première fois, au lieu de demander « Comment puis-je les sauver ?», je me suis posé une question différente. Si vous étiez à ma place, si les gens qui vous traitaient de sans-abri étaient sur le point de perdre le toit au-dessus de leur tête, vous précipiteriez-vous pour les secourir ou laisseriez-vous la réalité faire enfin ce que vous n'avez jamais pu faire? Une semaine plus tard, je me suis rassise dans cette même salle de conférence au mur de verre. Mais cette fois, il y avait une pile de papiers différentes devant moi. Pas de plan, pas de dessin d'élévation, des portefeuilles hypothécaires, des listes d'adresses, des soldes de prêts, des délais de saisie. La société de développement négociait l'achat d'un lot d'hypothèques en difficulté auprès d'une banque qui voulait les rayer de ses comptes. Le plan était simple, reprendre les prêts, terminer le processus de saisie, puis redévelopper les propriétés dans le cadre de notre nouveau projet de logement. En parcourant le tableur, une adresse m'a fait tordre l'estomac. La maison de mes parents. La même maison où ils m'avaient ri au nez. La même maison que mon argent avait maintenue à flot pendant des années. J'ai senti mon pouls dans mes oreilles. L'investisseur s'est adossé à sa chaise et a dit « Celle-là est intéressante. » Les propriétaires ont des mois de retard et la banque a hâte de s'en débarrasser. C'est dans un quartier correct, mais la maison elle-même est démodée. Cela pourrait être une bonne démolition ou une rénovation complète si les chiffres fonctionnent. J'ai fixé l'adresse, puis la ligne qui montrait combien cela nous coûterait peu d'acheter le prêt par rapport à l'ensemble du portefeuille. Pour lui, ce n'était qu'une autre cellule sur un tableur. Pour moi, c'était l'endroit où chaque souvenir d'enfance et chaque humiliation récente entraient en collision. J'aurais pu ne rien dire. J'aurais pu laisser l'entreprise l'acheter et rester anonyme. Au lieu de cela, je me suis surprise moi-même. Et si, ai-je dit lentement, l'une des propriétés était achetée par une entité séparée? Même accord global, même conditions, juste détenue par une société civile immobilière différente avec laquelle nous travaillons toujours sur le volet développement. Il a froncé les sourcils pensivement. Vous avez une propriété spécifique en tête? J'ai retourné le tableur et j'ai tapoté l'adresse. Celle-ci, il a haussé un sourcil. Vous connaissez les propriétaires? Mieux qu'ils ne me connaissent, ai-je répondu. Une semaine plus tard, une nouvelle société civile immobilière existait sur le papier. Une société que je contrôlais discrètement, une société qui détenait exactement un actif, l'hypothèque de la maison de mes parents. J'ai regardé la banque la céder, leur signature bouclant à travers la page sans une seconde pensée. Sur le papier, rien n'avait encore changé. En réalité, tout avait changé. Pendant que cela se produisait, ma carrière avançait plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Notre projet de logement mixte a été sélectionné pour une grande exposition de développement urbain. On m'a demandé de prononcer le discours d'ouverture lors de l'inauguration du premier bâtiment achevé. Ce serait diffusé en direct, couvert par les médias locaux, un grand moment brillant où je pourrais parler de logement, de dignité et de ce que signifie avoir un endroit sûr à appeler chez soi. J'ai accepté à une condition. Je voulais quelques sièges d'invités réservés au premier rang. La famille a demandé le coordinateur de l'événement en souriant. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Lorsque l'email d'invitation a été envoyé, j'ai transféré une version spéciale à mes parents et à ma tante. Je suis honoré lors d'un événement de développement à l'échelle de la ville. Des sièges au premier rang sont réservés à vos noms. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être voir ce que j'ai fait toutes ces années depuis mon départ. Je n'ai pas mentionné les avis de saisie qui arriveraient dans leur boîte aux lettres à peu près au même moment, imprimés sur du papier blanc impeccable avec le nom de ma société civile immobilière en minuscules lettres au bas. Je ne leur ai pas dit que légalement parlant, j'avais maintenant plus de contrôle sur leur précieuse maison qu'eux. C'était le truc avec le béton, l'acier et les contrats. Ils ne se souciaient pas de qui vous pensiez être. Ils se souciaient de qui signait la paperasse. Alors, je l'ai signé. Si vous pouviez vous tenir sur une scène en parlant du logement comme un droit humain pendant que les gens qui vous traitaient de sans-abri étaient assis au premier rang sachant que vous déteniez maintenant l'acte de propriété de leur avenir. Utiliseriez-vous ce moment pour les mettre à l'aise ou pour enfin leur faire ressentir ce qu'ils vous ont fait ressentir? Au moment où l'avis officiel de saisie a été collé sur leur porte d'entrée, mon téléphone s'était transformé en sirène. Appel après appel, des messages s'empilant les uns sur les autres, chacun plus désespéré que le dernier. J'ai tout laissé aller sur la messagerie vocale jusqu'au jour où ils se sont présentés à mon appartement. J'ai entendu les coups de poing sur la porte avant de voir leur visage. J'ai ouvert pour trouver les yeux de ma mère rouges et enflés, la mâchoire de mon père serrée si fort qu'une veine pulsait à sa tempe, et ma tante planant derrière eux,
les bras croisés comme si elle se préparait à une tempête. Camille, ouvre la porte plus grand, a lancé ma mère sèchement comme si elle possédait toujours l'espace. Nous ne parlerons pas de ça dans le couloir. Je n'ai pas bougé. Vous en parlez déjà, ai-je dit. Autant continuer. Mon père m'a bousculé de toute façon, entraînant ma mère avec lui. Ma tante a suivi, scannant mon salon petit mais bien organisé avec un dégoût à peine dissimulé. Toutes ces années, a commencé ma mère, la voix tremblante. Nous t'avons soutenu. Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné une maison. Tu m'as traité de sans-abri devant la moitié de la famille à l'aéroport, ai-je coupé. Tu m'as transformé en blague lors de ton petit dîner. Est-ce cela que tu entends par maison? Elle a balayé cela de la main comme si ce n'était rien. Oh, pour l'amour de Dieu, c'était une blague. Tu sais comment nous sommes. Mais ça? Elle a pointé un papier froissé dans ma direction, l'avis officiel. Ce n'est pas une blague. Ils prennent notre maison. Ma tante est intervenue. Ils ne font pas que la prendre. Ils la volent. Une entreprise a acheté l'hypothèque et maintenant ils nous donnent 30 jours. 30 jours, Camille. Nous n'aurons nulle part où aller. J'ai pris le papier de ses doigts et je l'ai lissé. Le nom de ma société civile immobilière était là, en petits caractères. Il n'avait toujours pas fait le lien. Vous n'allez pas n'avoir nulle part où aller, ai-je dit calmement. Vous allez avoir exactement ce que toutes les autres familles de cette ville ont lorsqu'elles ignorent les avertissements, maximisent les prêts et traitent leurs enfants comme des distributeurs automatiques de billets, des conséquences. Le visage de mon père s'est assombri. Est-ce que c'est ça pour toi? Une leçon? Il a fait un pas de plus. Nous avions besoin d'aide, Camille. Tu as travaillé à l'étranger, gagnant tout ce gros argent, et nous nous noyons. Et tu vas juste rester là et laisser des étrangers nous jeter dehors? Ce ne sont pas des étrangers, ai-je répondu. Ce sont vos prêteurs. Vous avez signé les papiers. Vous avez pris l'argent. Vous avez joué la maison sur l'expansion de ma tante et ne m'avez rien dit jusqu'à ce que vous ayez déjà des mois de retard. La voix de ma mère s'est brisée. Nous pensions que tu viendrais à la rescousse comme toujours. Tu le fais toujours. Tu envoies toujours de l'argent. Tu es notre fille. N'est-ce pas à ça que sert la famille? J'ai senti quelque chose en moi se casser, pas bruyamment mais proprement, comme un câble cédant enfin après des années de tension. La famille, ai-je dit lentement, ce n'est pas appeler sa fille la sans-abri quand elle descend d'un avion après 5 ans à se casser le dos pour envoyer de l'argent à la maison. La famille, ce n'est pas rire quand elle n'a pas de siège à la table dans la maison que son argent a aidé à sauver. La famille, ce n'est pas seulement se souvenir de mon numéro de routage bancaire et oublier tout le reste à mon sujet. Le silence s'est répandu dans la pièce. Ma tante s'est raclé la gorge. Alors c'est ça? Tu vas les laisser prendre la maison? Tu vas laisser tes parents finir à la rue? J'ai marché vers le petit bureau près de la fenêtre et j'ai pris 3 enveloppes brillantes de la pile que j'avais préparée. Leurs noms étaient imprimés sur chacune d'elles dans une police propre et professionnelle. Je les ai distribuées une par une. Vous n'allez pas finir à la rue, ai-je dit. Je m'en suis déjà assuré. Ce sont des billets au premier rang pour l'inauguration des résidences du port. Je suis l'ingénieur principal du projet. C'est la semaine prochaine. Vous voudrez être là. Ma mère a fixé l'enveloppe comme si elle était maudite. Comment une fête d'immeuble d'appartement est-elle censée nous aider? Venez et voyez, ai-je répondu, et pour une fois, asseyez-vous et écoutez. Ils ont quitté mon appartement avec leurs enveloppes, mais sans la réponse qu'ils voulaient. Ils ne savaient toujours pas qui possédait leur hypothèque maintenant. Ils ne comprenaient toujours pas que la personne qu'ils avaient traitée comme un chèque de paie ambulant avait cessé d'être leur filet de sécurité et avait commencé à être tout autre chose. Dites-moi, si vous aviez une chance de mettre toute votre histoire sur une scène avec les gens qui vous ont blessé piégés au premier rang, leur donneriez-vous du réconfort ou un miroir? Le jour de l'inauguration est arrivé clair et lumineux, le genre de matinée qui faisait briller la façade en verre des résidences du port comme un nouveau départ. Le bâtiment se dressait au contre l'horizon, 80 unités, un mélange d'appartements au prix du marché et abordable, des espaces communautaires au rez-de-chaussée, un jardin sur le toit. J'avais passé des mois à être obsédé par chaque détail, des fondations aux hauteurs des garde-corps. Maintenant, c'était enfin terminé. Et aujourd'hui, ce n'était pas juste un bâtiment. C'était ma scène.
l'auditorium de l'autre côté de la rue était rempli de conseillers municipaux, de journalistes, d'organisateurs communautaires, d'autres promoteurs et de résidents qui emménageraient bientôt. Des caméras étaient installées dans les allées. Une station de nouvelles locales diffusait l'événement en direct. Au premier rang, exactement là où j'avais demandé au coordinateur de les asseoir, étaient assis ma mère, mon père et ma tante. Ils étaient habillés comme s'ils assistaient à un mariage pour lequel ils ne voulaient pas payer. Leurs yeux dartardaient nerveusement, s'attardant sur les bannières avec mon nom imprimé sous les mots « ingénieur en structure principale » et « oratrice principale ». Lorsque l'hôte m'a présenté, les applaudissements ont roulé dans la salle. J'ai marché sur la scène, les lumières chaudes sur mon visage, le microphone froid sous mes doigts. Derrière moi, un écran massif montrait l'extérieur des résidences du port, le bâtiment brillant sous le soleil de l'après-midi. « Bonjour », ai-je commencé. « Je m'appelle Camille Dubois, et je conçois des lieux où les gens se sentent à leur place. » J'ai raconté au public mes années à l'étranger, les chantiers de construction et les longues nuits, comment j'avais appris combien un bâtiment pouvait dire sans jamais prononcer un mot. Mais avant de parler de ce bâtiment, ai-je dit, je dois vous raconter une histoire sur un autre type de maison. Sur l'écran derrière moi, une photographie est apparue. Une simple maison unifamiliale avec de la peinture écaillée et des marches familières devant. Mes parents se sont raidis sur leur siège. Ma poitrine s'est serrée, mais ma voix est restée stable. C'est la maison où j'ai grandi, ai-je dit. C'est là que j'ai appris que les murs peuvent vous protéger ou vous piéger. C'est là que j'ai appris qu'un toit au-dessus de votre tête ne garantit pas que vous avez une place à la table à l'intérieur. J'ai décrit sans nommer de nom ce que cela faisait de rentrer à la maison après 5 ans de travail outre-mer et d'être appelé, là sans-abri, par les gens dont j'avais discrètement aidé à payer l'hypothèque. Je leur ai parlé de l'aéroport, de la voiture, de la fête sans chaise pour moi. Le public a bougé inconfortablement. L'histoire était brute, mais c'était le but. Sur l'écran, une superposition de textes est apparue, « Oh, la sans-abri est de retour ». La citation était suspendue là comme une tache. Je n'ai pas regardé ma famille. J'ai regardé droit dans les caméras. Nous parlons du sans-abrisme comme s'il s'agissait simplement de gens dormant sur les trottoirs, ai-je dit. Mais certains des types de sans-abrisme les plus douloureux se produisent lorsque vous vous tenez au milieu d'une pièce remplie de gens qui partagent votre nom de famille et qui vous font toujours sentir que vous n'êtes pas à votre place. Puis j'ai changé la diapositive. Une image scannée d'un avis de saisie est apparue, l'adresse de la maison de mes parents clairement visible, le nom de ma société civile immobilière en petits caractères au bas. Des murmures ont parcouru la foule. Quand je suis revenu, ai-je continué, j'ai découvert que la maison où j'avais grandi risquait d'être perdue. Les propriétaires l'avaient refinancée encore et encore jusqu'à ce que la banque soit prête à la prendre. Ils supposaient que la sans-abri accourait avec un chèque comme toujours. Au lieu de cela, j'ai fait autre chose. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Le nom de la société civile immobilière s'est agrandi, puis s'est dissous en mon nom. Des halètements ont éclaté au premier rang. La main de ma mère a volé à sa bouche. Mon père a fixé l'écran comme s'il avait été giflé. J'ai acheté l'hypothèque, ai-je dit simplement. Légalement, de manière transparente, de la même manière que n'importe quel promoteur ou investisseur dans cette salle le ferait. La différence est que je ne l'ai pas fait pour revendre la maison pour le profit. Je l'ai fait parce que j'étais fatigué d'être la seule dans ma famille à faire face aux conséquences. J'ai laissé cela pénétrer. Quand ils m'ont traité de sans-abri, j'étais celle qui virait de l'argent à la maison. Quand ils se moquaient de moi parce que je partais, j'étais celle qui apprenait comment fonctionnent les systèmes de logement, comment fonctionnent les prêts, comment fonctionne la propriété. Ils pensaient que je serais toujours l'enfant désespéré suppliant pour un endroit où rester. Ils ont oublié que j'étais aussi l'ingénieur qui comprend comment des quartiers entiers sont construits et reconstruits. J'ai fait une pause, puis je me suis tourné vers les sièges où ma famille était assise, figée. Aujourd'hui, les résidences du port ouvrent leurs portes à des douzaines de familles qui ont été bousculées par un système qui ne leur a jamais donné une chance équitable. Elles auront des baux qu'elles peuvent réellement se permettre, une isolation qui les garde au chaud, des ascenseurs qui fonctionnent, et oui, certaines de ces unités sont réservées aux personnes qui ont récemment perdu leur maison à cause d'une saisie. J'ai regardé de nouveau le public, y compris une famille en particulier. La dernière diapositive est apparue. Une phrase simple en gras, nous verrons bien qui finira sans abri. Les mots exacts que j'avais chuchotés à l'aéroport, maintenant haut de 3 mètres. La salle est devenue silencieuse comme la mort.
Je me tiens ici aujourd'hui non pas comme une victime, ai-je dit, mais comme quelqu'un qui a enfin compris que parfois la seule façon de se protéger est d'arrêter d'amortir la chute pour les gens qui refusent d'arrêter de sauter. Je n'ai pas fait perdre leur maison à ma famille. Leurs choix l'ont fait. Tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer que cette fois, je ne serai pas celle qui paierait leurs factures dans le noir. J'ai terminé mon discours en me détournant de mon passé et en me tournant vers l'avenir, vers le bâtiment, les locataires, la communauté. Le public a éclaté en applaudissements, certaines personnes debout. Les caméras ont flashé. Quelque part au premier rang, ma mère a commencé à pleurer. Mon père fixait droit devant, stupéfait. Ma tante avait l'air de vouloir vomir. Si vous étiez dans cette salle à regarder cette révélation, diriez-vous que je suis allé trop loin ou finalement juste assez loin? Après la cérémonie, la foule s'est déversée sur la place entre l'auditorium et les résidences du port. Les conseillers municipaux m'ont serré la main. Les journalistes ont poussé des microphones vers mon visage. Les futurs résidents m'ont serré dans leurs bras comme si je venais de leur remettre les clés d'une nouvelle vie. Quelque part derrière eux, ma famille attendait. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi comme de la chaleur. Finalement, les caméras se sont estompées et les officiels se sont dirigés vers leur prochaine réunion. J'ai marché vers le bord de la place où mes parents et ma tante se tenaient en un groupe serré et misérable, tenant les sacs cadeaux que tous les invités avaient reçus. Ma mère a parlé la première, la voix tremblante. « Comment? Comment as-tu pu nous faire ça là-haut devant tout le monde? Tu nous as humiliés. » Je l'ai regardé dans les yeux. Vous avez fait ça vous-même à l'aéroport, à la fête, dans chaque message où vous ne vous souveniez de moi que lorsque vous aviez besoin d'argent. Mon père a secoué la tête, la colère rattrapant enfin le choc. Acheter l'hypothèque? C'est froid, Camille. Ce n'est pas ce que fait la famille. J'ai laissé échapper un rire court et sans humour. Drôle. Je pensais que la famille n'utilisait pas non plus le mot sans-abri comme une arme contre leur propre enfant. Ma tante s'est avancée. Alors quoi maintenant, a-t-elle exigé? Tu nous mets dehors? Tu jettes tes propres parents à la rue et tu te tapes dans le dos pour être une sorte d'héroïne du logement abordable? J'ai sorti 3 papiers pliés de mon sac et j'en ai tendu un à chacun d'eux. Ce sont des offres de bail, ai-je dit. Des appartements T3 aux résidences du port, en dessous du prix du marché, aux mêmes conditions que tout autre locataire admissible. Vous obtenez un bail équitable, un bâtiment sûr et un propriétaire qui répare réellement les choses quand elles cassent. Ma mère a déplié le papier avec des mains tremblantes. Tu t'attends à ce que nous emménagions dans un immeuble que tu possèdes? Vivre dans une boîte avec des étrangers? Certains de ces étrangers, ai-je répondu, sont des gens qui n'avaient pas de fille à l'étranger leur envoyant de l'argent lorsqu'ils prenaient du retard. Des gens qui n'ont jamais eu le coussin que vous aviez. Des gens qui seraient reconnaissants pour cette chance. Les yeux de mon père ont brillé. Nous avions une maison, a-t-il dit. Une cour, une vie. Maintenant tu nous veux dans un appartement comme des ratés. Non, ai-je dit doucement. Vous aviez une maison. Vous l'avez jouée. Vous l'avez perdue. Je ne vous ai pas fait signer ces papiers. Je ne vous ai pas fait rire de moi quand je suis rentré. Je ne vous ai pas fait me traiter comme une banque avec des jambes. J'ai juste arrêté de payer pour vos erreurs. J'ai pointé vers les résidences du port. Ce bâtiment consiste à donner aux gens un nouveau départ. Vous pouvez le prendre ou vous pouvez vous en aller. Vous pouvez signer ce bail et prouver que vous êtes capable de vivre avec les conséquences de vos choix. Ou vous pouvez continuer à prétendre que c'est quelque chose que je vous ai fait et voir jusqu'où cela vous mène lorsque l'huissier de justice se présentera pour appliquer la saisie. La voix de ma mère est tombée à un murmure. Alors nous avons vraiment perdu la maison. J'ai senti une douleur sourde dans ma poitrine. J'avais grandi là-bas aussi. J'avais tracé des fissures dans ces murs, mesuré ma taille sur le cadre de la porte de la cuisine, pleuré dans cet oreiller en tant qu'adolescente. Nous l'avons perdu, ai-je dit, au moment où vous avez décidé que ma valeur se mesurait uniquement à la quantité d'argent que je virais à la maison. Au moment où vous m'avez appelé la sans-abri tout en encaissant mes transferts, l'avis de saisie n'était que la paperasse qui rattrapait la réalité. Ma tante m'a lancé un regard noir. Tu apprécies ça, a-t-elle accusé. Tu voulais que nous nous sentions petits. J'ai secoué la tête. Non. Je voulais que vous ressentiez ce que c'est quand le sol que vous pensiez garanti ne l'est soudainement plus.
Je voulais que vous compreniez que la personne dont vous vous moquiez parce qu'elle n'avait pas de place à votre table était la même personne qui construisait des tables et des toits. Pour d'autres personnes. Je me suis tourné pour m'éloigner, puis je me suis arrêté et je les ai regardés une dernière fois. Vous m'avez demandé à l'aéroport qui était vraiment sans abri, ai-je dit doucement. Maintenant vous savez. Vous aviez une maison, mais vous n'en avez jamais fait un foyer pour moi. Je n'avais pas de siège à votre table, mais maintenant je donne à d'autres familles les clés de la leur. Alors, laissez-moi vous demander une dernière fois. Qui est vraiment sans abri maintenant? Derrière moi, les résidences du port dominaient le pâté de maisons, ses fenêtres attrapant la lumière, ses portes de hall ouvertes pour les emménagements. Devant moi, mes parents agrippaient leurs offres de bail comme des bouées de sauvetage dont ils ne voulaient pas admettre qu'ils avaient besoin. Je suis retourné vers le bâtiment que j'avais aidé à créer, vers les familles qui attendaient ma signature pour pouvoir recommencer. Mon passé se tenait toujours sur la place, argumentant sur la fierté. Mon avenir était là-haut, aux étages supérieurs, où de nouveaux locataires déballeraient des cartons et accrocheraient des photos et expireraient enfin. Et alors que je franchissais les portes, une dernière question a résonné dans mon esprit, la même que je vais vous poser, si les gens qui vous ont brisé revenaient en rampant avec des avis d'expulsion à la main. Leur pardonneriez-vous et les remettriez-vous à votre table ou les laisseriez-vous s'asseoir un moment dans le vide qu'ils ont créé? Merci d'avoir écouté. De mon point de vue, les principaux méchants de cette histoire sont la mère et les proches qui se moquent de Camille et la traitent comme un distributeur automatique de billets au lieu d'une fille. Leur arrogance, leur cupidité et leur manque d'empathie les rendent faciles à détester, mais aussi importants à étudier. Ils avaient une maison, pourtant aucun vrai sens de la famille. Leur chute n'est pas seulement de perdre la maison. C'est de réaliser qu'ils ont repoussé la seule personne qui a vraiment essayé d'aider. La leçon positive est claire. Ne prenez jamais l'amour ou le soutien pour acquis. Respectez les limites des gens. Appréciez leurs sacrifices et rappelez-vous que la cruauté envers les autres devient souvent un piège pour soi-même.